En 1915, la guerre terroriste s'enrichit d'un nouvel exploit. Un bateau neutre, le Lusitania, est torpillé par un sous-marin. Tirpitz, l'amiral constructeur de la flotte allemande, a convaincu l'empereur d'en construire quelques-uns. Les Anglais aussi ont construit des sous-marins. John Fisher, le prédécesseur de Churchill à l'amirauté, lui a conseillé de les utiliser. Mais les sous-marins anglais ne coulent pas les bateaux neutres, ils ne font pas de guerre terroriste. Depuis 1900, les sous-marins allemands sortent des usines Krupp. On en vend même aux Russes. Les modèles construits en 1914 ne sont pas de petits engins défensifs, mais des bâtiments conçus pour des courses lointaines. Les Allemands en ont 28 de ce type sur une flotte de 33. Les Anglais ont 74 sous-marins, mais seulement 18 sont capables de s'éloigner des côtes. La supériorité des modèles allemands est manifeste. En septembre 1914, un sous-marin allemand de type U-9 a coulé 3 vieux croiseurs britanniques, l'Aboukir, le Log et le Crécy. Ce tragique événement produisit une émotion considérable à Londres. Le sous-marin les avait surpris au large de la côte hollandaise. L'Aboukir avait coulé en 25 minutes. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés pour recueillir les survivants. L'U-9 avait de nouveau frappé. 1400 marins étaient morts. L'amirauté avait envoyé de nouveaux ordres. À l'avenir, aucun navire ne devait s'arrêter pour recueillir les naufragés, qu'ils se débrouillent seuls. Voici le seul torpillage filmé pendant la guerre par un sous-marin allemand U-35. Il a quitté Trieste pour aller à la chasse aux canards. C'est ainsi qu'on appelle la chasse aux cargos alliés. Son commandant, Arnaud von Perrier, est un descendant de huguenots français. C'est un fanatique de cinéma et il compte bien filmer depuis le sous-marin ses propres exploits. Le U-35 opère toujours en surface. Il respecte le droit de la guerre. Le commandant a pour mission d'arrêter les navires marchands et de vérifier s'ils se livrent ou non à la contrebande des armes avant de les couler au canon. Le commandant ordonne l'évacuation de l'équipage, une action exemplaire. Le commandant peut montrer son film, il en est assez fier. Les jours suivants, le commandant von Perrier enregistre une série de succès. Il coule successivement le Maplewood, chargé de minerais de fer en provenance de Tunis et se rendant à Londres, l'India, chargé de charbon faisant route pour l'Iran, le Stromboli, transportant du fer de Baltimore à Gênes, un cargo américain, le Corfu, venant de Gênes, bourré de fer et d'acier. Un autre cargo américain, le Nantemore, chargé de blé. Le blé est-il une matière stratégique? C'est évidemment discutable. La dernière cible est un schooner à 3 mâts, le Miss Morris, qui venait de Madagascar avec une cargaison n'ayant absolument rien de stratégique, des tortues.
La presse allemande célèbre brillamment ses succès. Elle les situe en mer du Nord, ce qui est bien plus glorieux qu'en Méditerranée. L'état-major allemand n'oublie jamais la propagande de guerre. Mais un problème se pose rapidement. Faut-il continuer à arraisonner les bateaux de commerce en surface en prévenant l'équipage, ou faut-il les torpiller en naviguant sous l'eau sans avertissement d'aucune sorte? Depuis octobre 1914, la flotte anglaise renforce le blocus de l'Allemagne dans la Manche et en mer du Nord. Le but est évidemment d'affamer l'ennemi et de l'empêcher de produire. Un tout petit couloir est réservé à la navigation des neutres. En février 1915, les Allemands répliquent et déclarent zone de guerre toutes les côtes des îles britanniques. Les navires marchands ennemis seront coulés sans avertissement. Les neutres sont en danger, car les Allemands soupçonnent les navires britanniques de naviguer sous pavillon neutre. La décision fait scandale. Comment peut-on frapper un navire marchand désarmé et ne pas secourir l'équipage? C'est du terrorisme. En Grande-Bretagne, on mesure le danger. D'après les experts, le pays peut résister au blocus pendant 3 mois au plus. Pourtant, l'action des sous-marins se révèle décevante. En mai 1915, ils n'ont coulé que 51 des 15 000 navires qui entrent dans les ports anglais. La flotte de chalutiers passe au travers, peu de victimes parmi eux. Les Allemands sont furieux. Le trafic commercial semble se jouer des raids de leurs sous-marins, alors que seuls quelques navires marchands allemands peuvent défier les champs de mines britanniques qui longent les côtes du Reich. Ils ne veulent pas convenir que les mines sont plus efficaces que les sous-marins. En Allemagne, les effets du blocus sont vivement ressentis. Avant 1 an, estime-t-on, le pays connaîtra des émeutes. Des scènes de pillage des stocks militaires sont à craindre. Les prix alimentaires risquent de flamber. Ils ont déjà augmenté de 83% à Berlin et de 112% à Vienne. Blé, pommes de terre sont contingentés. Les mardis et les vendredis, la population ne peut acheter de viande. Chaque Allemand perçoit 1 œuf par personne et par semaine. On fait la queue pour avoir du beurre ou de la margarine. Le rationnement se renforce de jour en jour. Les Allemands, sentant poindre la famine, envisagent des représailles rapides et efficaces. Ils lancent des meutes de sous-marins sur les flottes marchandes. Quand tombe l'ordre allemand de guerre totale, les neutres, et particulièrement les États-Unis, sont indignés. Ainsi, on pourra torpiller les navires marchands sans sommation. C'est une violation de la Convention de La Haye qui humanise la guerre et que tous les pays civilisés ont signé, y compris l'Allemagne. Les Allemands prétendent que les neutres seront épargnés. Le Lusitania n'est pas un bateau neutre, il bat pavillon britannique. C'est l'orgueil de la Cunard White Star Line. Il a été lancé en Écosse au chantier de la Clyde en 1907. Il pèse 30 000 tonnes et pousse ses machines à 25 nœuds à l'heure. Il a battu le record de vitesse sur l'Atlantique détenu précédemment par un paquebot allemand, le Deutschland.
Le Lusitania est en effet doté de puissantes machines. Il a ravi aisément le ruban bleu. Il a parcouru la distance de Queenstown en Irlande jusqu'à New York en 4 jours et demi, ce qui pour l'époque représente un record. C'est une des merveilles du XXe siècle, le comble du luxe, un palace flottant, décoré d'une façon somptueuse, selon le goût de l'époque, un pesant chef-d'œuvre subventionné par le gouvernement, resplendissant de chrome, d'acajou, de lourdes draperies de velours, et muni d'ascenseurs, de cabines téléphoniques, d'appliques électriques et d'un début d'air conditionné. La salle à manger des premières est d'un pur style Louis XVI. Elle est surmontée d'un dôme ou batifole des muses peintes. La chaufferie a une capacité de 7000 tonnes, avec 25 chaudières et de nouvelles turbines à vapeur. Sur le pont, le capitaine William Turner, 59 ans, vieux loup de mer en fin de carrière, commande le plus fantastique, le plus rapide et le plus sûr bateau du monde, l'incoulable Lusitania. New York, samedi matin. Dans les journaux, on peut lire l'annonce du film de Griffith qui vient de sortir, Naissance d'une nation. Les grands magasins Bloomingdale's font de la réclame pour la canne de marche Prince de Galles ou pour les pianos. Une petite annonce attire l'attention. Elle émane de l'ambassade d'Allemagne. Elle avertit le public américain que les navires battant pavillon anglais peuvent être coulés sans avertissement. Les voyageurs doivent prendre leurs risques. En soi, l'annonce est scandaleuse. Elle condamne les voyageurs américains à voyager exclusivement sous leur pavillon alors qu'ils ne sont pas en guerre et qu'ils ont le choix des navires. Sur la jetée numéro 54, au pied de la 11e rue, au cœur du district alimentaire, on retarde le départ du Lusitania jusqu'à 12h30. Les passagers s'impatientent. Parmi eux, 129 enfants et 702 hommes d'équipage. Les passagers de première classe ont payé 137 $. Seuls quelques-uns ont décidé de ne pas partir. Le capitaine Turner affecte de mépriser la menace allemande. C'est, dit-il, la plus belle plaisanterie que j'ai entendue depuis longtemps. Il a tout à fait confiance dans son navire. Sur les listes de la cargaison, le seul indice de contrebande concerne 4200 caisses de munitions pour armes individuelles. Un bruit court, le navire transporterait 6 millions de $ en barres d'or. Le manifeste ne le mentionne pas. Autre rumeur, le navire serait armé. Les Britanniques démentent. 159 citoyens américains sont à bord. Parmi eux, le philosophe Albert Hubbard et sa femme Alice. Le célèbre producteur Charles Frohman. Le propriétaire d'une écurie de course Vanderbilt, 100 fois millionnaire, qui va visiter ses écuries londoniennes. On largue les amarres, l'orchestre du bord joue Tipperary et le Star Spangled Banner avec les chœurs des Royal Welsh. Tout d'un coup, dans son périscope, le commandant d'un sous-marin allemand, U-20, aperçoit le Lusitania. Le Lusitania n'y prend pas garde, il n'a d'ailleurs aucun navire d'accompagnement pour le prévenir. Le commandant du sous-marin est le capitaine de frégate Walter Schweiger. C'est sa première patrouille. Il vient de couler 3 navires en 48 heures. Il ne lui reste que 3 torpilles. Dans le vaste Atlantique, les routes du Lusitania et de l'U-20 convergent. Le commandant du Lusitania, Turner, a reçu l'ordre de zigzaguer. Il y répugne. Il ne veut pas effrayer les passagers, dit-il. Il vient de recevoir enfin l'information que 2 U-boats croisaient dans les parages. Il réduit alors sa vitesse à 18 nœuds pour profiter des courants porteurs.
À 2 heures, le 7 mai 1915, Schweiger aperçoit une forme noire et il plonge. La masse du bateau tourne. Il présente son côté tribord. « Je ne peux pas le manquer », dit-il. « Feu !» La torpille explose dans la chambre des chaudières. En 18 minutes, le Lusitania coule par 3000 pieds de fond à 8000 de la côte irlandaise. Attente anxieuse dans les offices de la Cunard Line. On apprend que 1198 passagers ont trouvé la mort. 63 sont des enfants, 128 des Américains. Il faut également compter 3 passagers clandestins prisonniers dans la cellule du bord et qui n'auront jamais droit à l'honneur des statistiques officielles. C'est la première fois que des civils américains sont victimes de la guerre. Vanderbilt, qui ne savait pas nager, avait donné sa bouée de sauvetage à une femme. Hubbard était mort, Froman était mort. 700 survivants arrivaient à Queenstown et le consul américain pouvait câbler les détails de la tragédie aussitôt reproduits dans la presse américaine. Panique à Queenstown. Des femmes meurtries, glacées. Des hommes estropiés. Des enfants terrorisés, des piles de cadavres sur le quai. Une petite annonce à la vitrine d'un magasin. Lusitania, bébé perdu, 15 mois, cheveux frisés et teint rose, habillé de jersey blanc et de chaussons de laine blanc, essaye de parler, de marcher. Le commandant Turner est parmi les survivants. Il croyait être le dernier à avoir abandonné le bord. Il avait quitté la passerelle et plongé dans l'eau lorsque la proue émergeait au-dessus de l'abîme. « 10 mai, à Queenstown, un premier groupe de 100 victimes est inhumé dans une fosse commune. Aux États-Unis, l'opinion est en état de choc. Le New York Sun affirme que le pays n'a pas été victime d'une telle folie criminelle depuis la perte du cuirassé Lehman en 1898. Le New York Times, habituellement réservé, déclare « Ce n'est pas la guerre, c'est un crime ». L'enquête innocente la Cunard et le capitaine Turner. Celui-ci accuse l'amirauté. On aurait dû, dit-il, l'escorter. Churchill répond qu'il n'est pas question de détacher des destroyers pour protéger des paquebots. À Londres, une procession funèbre exhibe la maquette du bateau. Dans plusieurs villes anglaises, c'est la fureur. Les magasins ou non allemands qui vendent des marchandises allemandes sont mis à sac. La police n'intervient guère pour empêcher ces pillages. En Allemagne, on édite une carte postale qui représente le Lusitania et l'amiral von Tirpitz, comme si le torpillage du paquebot était une victoire personnelle de l'amiral allemand. Mais l'empereur n'est pas à l'aise. La rage de la presse américaine ne faiblit pas. Un Allemand d'Amérique est arrêté pour parjure parce qu'il a affirmé à la cour qu'il avait vu des canons sur le Lusitania. Il est condamné à 18 mois de prison.
Theodore Roosevelt, l'ancien président, qualifie le torpillage de piraterie et de crime. Wilson, le président en exercice, adresse dépêche sur dépêche à Berlin et exige que la vie des citoyens américains en mer soit assurée. Toute nouvelle agression d'un sous-marin, écrit Wilson, sera considérée comme un acte délibérément inamical. Theodore Roosevelt estime cette réaction beaucoup trop faible. Le secrétaire d'État, Bryan, l'estime au contraire trop forte. Mais les Allemands comprennent la menace. Au début de 1916, ils abandonnent la guerre totale par sous-marin. L'Europe du Nord-Ouest est meurtrie. L'occupation sauvage, les gaz asphyxiants, les sous-marins, autant de manifestations de la guerre totale qui frappent aussi l'Angleterre. La forteresse insulaire, gardée par la plus puissante flotte du monde, a été férocement bombardée le 16 décembre 1914 par des croiseurs allemands. Scarborough, Whitby, Hartlepool ont été frappés. « 106 civils, 15 enfants ont été tués par les canons de marine. Le pays est choqué. Jamais le Royaume-Uni n'avait été victime dans le passé d'une attaque aussi sauvage. L'opinion publique exige des représailles sévères sur les ports allemands. L'amirauté médite sa réponse. Elle veut frapper non pas les civils, mais les forces du Kaiser. Elle veut frapper quelque part près des côtes du Danemark, au large du Jutland. Le 23 janvier 1915 a lieu un premier engagement indécis. La flotte anglaise a pris la mer pour répondre aux défis des Allemands. Les pêcheurs n'en croient pas leurs yeux. Les cuirassés lourds, les dreadnoughts, vont débusquer l'ennemi dans des parages où l'on ne s'attend pas à une bataille navale. Sur le Dogger Bank, fréquenté habituellement par des chalutiers, les superbes dreadnoughts de l'amiral Sir David Beatty ont intercepté une escadre allemande. L'amiral allemand von Hipper se dérobe, conformément à ses instructions. Il ne doit pas affronter un ennemi supérieur en nombre, ce sont les ordres. Les Anglais sont plus rapides et mieux armés. Ils coulent le Blücher, mais reçoivent eux-mêmes des coups et perdent l'ennemi dans le brouillard. Beatty est proclamé vainqueur, mais l'amirauté britannique a des doutes sur la portée de cette victoire qui ne paraît nullement décisive. Les Allemands peuvent faire encore beaucoup de mal. De retour à Wilhelmshaven, Hipper reçoit l'ordre de conserver ses forces intactes. Il convient, lui dit-on, d'attendre que l'ennemi prenne l'initiative et de ne pas rechercher l'engagement. Les marins de la Kriegsmarine passent leur temps à s'entraîner et à entretenir leurs navires. L'ennemi attaquera bien un jour ou l'autre. Les bâtiments de guerre anglais restent à quai pendant toute l'année 1915. Certains se demandent pourquoi le gouvernement de Sa Majesté a englouti de telles sommes pour construire des super cuirassés s'ils ne doivent pas prendre la mer. La flotte n'accomplit en fait que des missions de protection des côtes. Le roi George tient à sa flotte. Il a lui-même commandé un croiseur et c'est certainement à bon droit que l'on appelle cette flotte The Royal Navy, la marine royale.
Le commandant de la flotte britannique, l'amiral Jellicoe, pense, après l'incident du Dogger Bank, que la flotte est victime de ses traditions. On peut imaginer de nouvelles tactiques, dit-il, de nouvelles méthodes. Il n'est plus question de grandes batailles navales dans la tradition de la Royal Navy. Il est essentiel d'imaginer des parades à la guerre sous-marine. L'une des plus sophistiquées, sinon des plus efficaces, est celle des Q-boats. Ces bateaux se présentent comme d'inoffensifs navires. Les sous-marins ennemis s'en approchent sans méfiance. Les Q-boats démasquent alors leurs canons pour les couler. Ces bateaux pièges sont redoutables et surprennent, au début du moins, les commandants des U-boats. Ces derniers mettent immédiatement au point des parades. À la fin de 1915, après l'affaire du Lusitania, les sous-marins allemands ont reçu une mission nouvelle, attaquer les navires de guerre de la Royal Navy. Désormais, la flotte britannique est en danger. Les Allemands veulent rompre le blocus. Ils connaissent toutes les bases d'opération de la Navy, celle de Jellicoe au nord, celle de Beatty et aussi la base de Douvres, d'où partent les patrouilleurs et les mouilleurs de mines dans la Manche. La flotte allemande de haute mer ne sort pas, ne risque rien. Elle échappe à l'épreuve des mines. Mais ces U-boats, eux, peuvent sortir. Et les zeppelins peuvent décoller. Ils peuvent attaquer à la bombe les navires de guerre. En un jour, ils peuvent atteindre Londres, Hull, Yarmouth. Une fois de plus, les villes britanniques sont à la merci des raids allemands. Après les attaques navales, voici les raids aériens. Les raids des zeppelins font de nombreuses victimes. Le public et la presse exigent des représailles. La flotte en est chargée. On attend d'elle une action immédiate sur les côtes ennemies. Depuis le début de 1915, l'amiral Jellicoe s'active. Il comprend que l'opinion publique exige qu'il agisse. Le méticuleux, le parcimonieux Jellicoe contrôle l'impétueux Beatty. Il est convenu que Beatty partira seul pour jouer le rôle d'appelant, pendant que Jellicoe portera le gros de la flotte sur les côtes danoises. Des hydravions bombarderont les bases de Zeppelin. Si les navires allemands sortent, la bataille sera décisive. L'amiral Scheer, qui commande la flotte du Kaiser, est un aventureux qui rêve d'engager les croiseurs de bataille de l'amiral von Hipper dans un affrontement décisif qui fasse perdre sa supériorité à la Royal Navy. Le Kaiser veut certes ménager sa flotte, qui lui a coûté une fortune, mais il comprend que l'opinion n'admettrait pas qu'elle reste indéfiniment à l'ancre, sans rien tenter. Il a donné blanc-seing à Scheer, qui organise une sortie. Il prévoit que les zeppelins et les sous-marins seront associés à l'attaque de la flotte britannique dès qu'elle sera signalée en mer. Hipper se chargera de l'attirer et de la conduire devant les unités de Scheer qui attendront, canons chargés et torpilles prêtes. Au matin du 30 mai 1916, après des mois d'inaction, la flotte britannique quitte Scapa Flow et fait route vers le sud-est,
Les gros navires, sur ordre de Jellicoe, ont fait leur plein de mazout pour les plus récents, de charbon pour les autres. 325 tonnes de charbon sont chargées par 350 hommes en 1 heure. Jellicoe a dû avancer son départ parce qu'il a reçu des renseignements selon lesquels la flotte allemande s'apprêtait à appareiller. Les ordres ont été interceptés et décodés par l'Intelligence Service de la marine britannique. En réalité, les Allemands ont émis des messages pour inciter Beatty à sortir, mais ils ne pensaient pas que la flotte tout entière allait être engagée. 24 super dreadnoughts ont pris la mer avec des croiseurs de bataille, des croiseurs légers et lourds et de nombreux destroyers. En tout, 152 navires, obéissant aux ordres des amiraux Beatty et Jellicoe. Une grande bataille navale se prépare. Quelques heures plus tard, 101 navires allemands s'alignent aux ordres de Ypert, qui joue le rôle de l'appât, suivi de Scheer le chasseur. Le 31 mai 1916, les deux grandes flottes écument la mer du Nord. Elles pourraient passer à côté l'une de l'autre et se manquer. Le hasard veut qu'elles se rencontrent dans le Skagerrak, près de la péninsule danoise de Jutland. Les dés sont jetés. La bataille de Jutland est engagée. « 2h20, l'heure du destin. Un vapeur neutre apparaît devant la flotte allemande. C'est un vapeur danois appelé le Fjord. 2 destroyers l'accostent. Ils envoient une chaloupe pour faire une visite de contrôle. Le premier échelon de la formation du Beatty a aussi aperçu les fumées du fjord. Des croiseurs légers s'avancent en reconnaissance. Ils sont accueillis par les canons allemands. Le Galatea indique qu'il est au contact. Beatty et Ypert font ranger leur flotte en ordre de bataille. Les matelots sont réveillés par les sirènes d'alerte. Ils gagnent aussitôt leur poste de combat. Les pièces lourdes sont chargées, prêtes à tirer. Les chefs sont impatients d'en découdre. Les marins, dans les tourelles, ont les nerfs à vif. Derrière Beatty, l'amiral Jellicoe s'approche en poussant les machines. Il détache en reconnaissance 3 de ses plus rapides croiseurs de bataille. Il se hâte de venir au secours de Beatty qui indique, en hissant son pavillon marqué d'un lion, qu'il est à la poursuite de Ypert. Il se précipite ainsi dans le piège allemand. Toute sa flotte, par suite d'une erreur de signaux, ne le suit pas. Il se jette dans la bataille avec une partie seulement de ses forces.
Beatty progresse vers le sud, droit dans le piège allemand. Quand il reçoit un message d'un de ses destroyers d'approche, la flotte de bataille allemande est sur lui. Il s'agit des unités de chair qui chargent déjà leurs canons. Les navires de tête de Beatty ont de sombres pressentiments. Ils font machine arrière et rejoignent Jellicoe. Avec 2 croiseurs de bataille et son navire le Lion, qui crache de la fumée par ses blessures, Beatty marmonne, jure, se demande ce qui fait la supériorité des Allemands au feu. Il découvre la technologie Krupp et la valeur de l'entraînement de la marine de guerre de l'amiral von Tirpitz. Tard dans l'après-midi, une force nouvelle rejoint la bataille. C'est l'avant-garde envoyée par Jellicoe au secours de Beatty. Ces navires se perdent, manquent l'escadre, mais une heureuse erreur de navigation les jette sur le flanc de la flotte allemande. Celle-ci repère mal l'ennemi dans le brouillard et la fumée. Elle s'imagine que la Royal Navy s'est donné rendez-vous au complet. Toutes les pièces entrent en action. Les croiseurs de bataille de Jellicoe ont accroché l'ennemi. Jellicoe lui-même surgit avec ses superbes dreadnoughts venant du nord-est. Les plus puissantes unités sont désormais sur les lieux. Jellicoe est désespéré d'apprendre que Beatty a subi de lourdes pertes dans sa course solitaire sous le feu du gros d'une escadre allemande. Alors commence le déploiement de la flotte britannique. Il est gêné par Beatty qui manœuvre gauchement, se plaçant entre Jellicoe et l'ennemi. La fumée de ses navires empêche l'amiral d'observer les Allemands. Il envoie à Beatty un message excédé. Mais où est donc la flotte ennemie ? Jellicoe comprend que l'ennemi est aussi embarrassé que lui et qu'il faut profiter de la confusion. À 2 reprises, prenant avantage de sa vitesse supérieure, Jellicoe lance ses plus lourdes unités à travers les rangs ennemis, les super dreadnoughts, orgueil de la flotte britannique. Il trace une sorte de lacet de nœuds coulants autour de la flotte allemande qui devrait ainsi se trouver prise dans un piège, dans une nasse. Pour éviter le désastre, l'amiral Scheer ordonne à tous ses navires de tourner de 180 degrés vers tribord. La flotte allemande de haute mer s'élance en direction de ses bases. Jellicoe essaie de la retenir avant qu'elle n'atteigne le sanctuaire de ses champs de mine. Avec le soleil couchant dans le dos qui aveugle les canonniers allemands, les Anglais se préparent à un combat à mort. Le crépuscule sauve la flotte allemande.
mais aussi la hardiesse de Scheer, qui n'a pas la prudence tatillonne d'un Jellicoe. Dans l'obscurité, Scheer conduit ses navires à travers un couloir étroit qu'il distingue vaguement. Dans une série d'affrontements furieux, dans le désordre des bâtiments qui croisent leur route et se reconnaissent à peine, Scheer franchit l'obstacle, perdant seulement 2 croiseurs légers et un vieux navire de bataille. Jellicoe fait son compte, il a perdu 1 croiseur et 5 destroyers. Au matin du 1er juin 1916, les navires britanniques découvrent que la mer est vide. Scheer fait déjà son rapport au Kaiser. La supériorité britannique n'existe plus. La Royal Navy s'est définitivement retirée de la guerre. La couronne, la presse et le public font à leur flotte un accueil relativement froid à son retour en Angleterre. Les journaux anglais ne sont pas certains que l'amiral Jellicoe ait gagné la bataille et posent le problème du coût d'un engagement aussi dur qui n'a pas obtenu de résultats marquants. Les Anglais ont perdu 14 navires contre 11 bateaux allemands, 6000 marins sont morts et seulement 2500 Allemands. Il n'y aura plus dans cette guerre de bataille navale. L'affrontement du Jutland était inutile. L'heure des sous-marins était venue.